cœur, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette édition d'information de 20h15. Nous ouvrons cette édition avec la clôture hier dans l'après-midi du 4e congrès ordinaire de l'Union panafricaine de la jeunesse IPJ. C'était sous la présidence du ministre de la Jeunesse et du Sport du Tchad. Des détails dans ce reportage de Ramot Omarou à côté Abdel Nasser Abdou. Les assises du 4e congrès ordinaire de l'Union panafricaine de la jeunesse IPJ placées sous le thème central rôle de l'Union panafricaine de la jeunesse dans l'atteinte de l'agenda 2063 et l'entrepreneuriat des jeunes dans le contexte de la Covid-19 a pris fin hier tard dans la nuit. Quelque temps après les élections, le nouveau président entrant nous a livré ses sentiments. Je voudrais en ce moment même qu'il me soit permis de m'acquitter d'un devoir. Celui de remercier du fond du cœur l'ensemble de la jeunesse africaine et surtout les congressistes pour m'avoir porté à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse. Je puisse vous assurer que cette confiance ne sera jamais trahie. Nous allons ensemble porter haut le flambeau de la jeunesse, le flambeau du continent, relever les défis du moment, envie d'avoir une Afrique dans laquelle il fait bon vivre, où les fils et filles s'épanouissent. Si ce congrès a été possible, c'est grâce à l'engagement des partenaires techniques et financiers et surtout de l'État nigérien. Je voudrais, au nom de ce nouveau bureau, remercier et saluer l'hospitalité du Niger, du peuple, et surtout remercier son Excellence Mohamed Bazoum pour cette grande attention à l'endroit des jeunes et surtout des actions de jeunes. Je voudrais remercier le Conseil national de la jeunesse du Niger, en l'occurrence son premier responsable, M. Aliou Oumarou. Saluer le secrétaire général sortant, le comité exécutif sortant et l'ensemble des membres de l'Union panafricaine de la jeunesse pour avoir travaillé d'arrache-pied malgré les difficultés, le manque de ressources pour parvenir à ce congrès apaisé dans lequel nous sortons avec un nouveau bureau. Quant à lui, le président sortant a félicité les participants et les partenaires qui ont apporté leur pierre à l'édifice pour la bonne marche de ce 4e congrès qui a été couronné de succès. Je voudrais remercier à nouveau l'ensemble de mes collaborateurs, remercier la jeunesse nigérienne, les autorités nigériennes qui ont soutenu l'organisation de ce 4e congrès ordinaire de l'Union panafricaine de la jeunesse. Je voudrais aussi féliciter tous les candidats, ceux qui ont pu accéder à leur poste et ceux qui n'ont pas pu. Et j'invite le nouveau bureau à œuvrer par tous les moyens pour rassembler davantage la jeunesse africaine. Avant de procéder à la clôture de ce 4e congrès de l'IPJ, le secrétaire général d'État, ministre de la Jeunesse et du Sport du Tchad, a félicité le président entrant tout en le prodiguant des sages conseils. À la nouvelle équipe, je voudrais vous féliciter. Vous féliciter pour avoir mérité
la confiance de la jeunesse du continent africain. Je voudrais vous inviter solennellement ce soir à vous mettre au travail. Je voudrais également vous faire comprendre que ce n'est pas un privilège pour vous aujourd'hui d'accéder à ces différents postes, mais c'est une responsabilité. Cette responsabilité, elle est grande. Elle a une dimension très à l'échelle continentale. Vous devez comprendre ce soir que vous avez une lourde mission pour vous demander qu'il est temps pour vous, membres du bureau exécutif, d'œuvrer à tous les niveaux. Je voudrais vous demander de vous mettre au travail ce soir pour relever donc les différents défis que le continent africain traverse. Pour rappel, l'Union panafricaine de la jeunesse IPJ est la structure continentale des jeunes issus du mouvement panafricain de la jeunesse qui a été créée en 1962, soit un an avant la création de l'Organisation de l'Unité africaine de la jeunesse à Banjul, Gambie. D'où la conférence des chefs d'État a décidé de transformer le mouvement panafricain de la jeunesse à l'Union panafricaine de la jeunesse. Depuis des années, les jeunes se focalisent seulement sur les études pour avoir un diplôme et aller travailler. Ces derniers temps, on constate une prise de conscience chez les jeunes vers l'entrepreneuriat pendant les études et de ne plus attendre d'être des fonctionnaires. Suivez plutôt ce reportage. L'éducation est la première arme incontournable qui peut changer, voire contribuer dans le développement des capitaux humains. Donc pendant des années, les jeunes se donnent à fond pour étudier et dans l'espoir de finir et avoir un job. Donc aucun projet entrepreneurial à part avoir le diplôme et une place dans des organisations professionnelles, ce qui pourrait avoir le lien avec le chômage dans notre société et aussi des impacts sur le développement économique du pays. Ces derniers temps, on constate une prise de conscience des jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui ne reste pas sans appréciation des acteurs porteurs de projets de sensibilisation de cette génération. Cette prise de conscience est une chose très importante pour les changements de mentalité chez nous et va permettre beaucoup le développement économique de notre pays. Vous savez, je dirais juste il y a 3 ans de cela, ce n'était pas dans les comportements de la majorité des jeunes. Vous les trouvez essentiellement assis à la fin de leur formation à attendre un concours à la fonction publique ou un recrutement dans une entreprise pour déposer leur dossier. D'autres n'attendent même pas cela. Dès qu'ils finissent leur formation, ils font des copies, multiplient les copies, légalisent pour déposer dans des dizaines et vingtaines d'entreprises pour chercher certains modestement un stage, pour beaucoup chercher un boulot. Et c'est les mêmes vous trouvez qui se plaignent lorsqu'ils voient des publications d'offres lorsqu'on demande une personne ayant au moins 3 ans, 5 ans d'expérience. Ils ne comprennent pas pourquoi cela. Et pourtant les entreprises, c'est des investisseurs. Ils ont dépensé de l'argent qu'ils ont besoin de rentabiliser tout de suite. Donc ils évitent de prendre des gens qui n'ont pas encore l'expérience et qui vont venir faire des erreurs et leur coûter cher. Ce changement de mentalité axé sur le leadership a un but pour les jeunes qui entreprennent pendant les études. Je me suis dit qu'il ne faut pas attendre à ce qu'on ait un travail pour commencer à gagner sa vie, mais de commencer au moment où nous étudions en même temps. Et ça nous permettra peut-être de voir notre voie à travers ces petites activités. Nous sommes dans un milieu intellectuel, on ne peut pas se lancer dans le hasard. On étudie tout avant de se lancer. Raison pour laquelle nous remercions toujours les études que nous avions faites, parce que ces études nous permettent d'étudier notre marché avant de nous lancer dedans. Ce qui nous permet de gagner notre vie sans prendre beaucoup de risques. Ah, bien sûr, c'est une ambition. Et c'est grâce à ça que nous comptons réaliser notre avenir.
Nous ne voudrions nullement pas boucher les trous du travail au niveau du public. Donc, il vaut mieux prospérer dans le privé, car notre pays en a besoin. Une initiative à encourager dans la promotion d'emplois par l'entrepreneuriat. Nous disons à ces jeunes, osez aller sur le terrain de l'entrepreneuriat. Et dans tous les cas, toute la vie, c'est un risque qu'on prend. Donc, ce message-là, alhamdulillah, il est très bien compris dans toutes les 8 régions du pays. Et la jeunesse, aujourd'hui, elle est en train de comprendre qu'elle a du potentiel et qu'elle peut oser aller sur le terrain de l'entrepreneuriat. Nous voyons cela à travers les retours que nous avons et les réactions des jeunes lorsque nous les invitons, telle à une conférence, telle à une formation, où aujourd'hui, au lieu d'être dans un format où ils s'asseyent pour attendre une formation financée par un buyout de fonds qui va leur payer des pertes d'heures, nous on leur dit non, vous venez, vous payez, vous serez formés et vous aurez votre attestation et les jeunes du pays. Cette année, par exemple, nous avons eu à former 520 jeunes dans les 8 régions du pays. Et ces 520 jeunes, ils ont payé de leurs frais les charges relatives à ces formations-là. Ce que nous faisons, c'est que nous occupons de prendre en charge le transport, l'hébergement et la restauration des formateurs, mais pour la restauration, la salle, la logistique pour les participants, c'est eux qui payent ces frais-là. C'est qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, où vous voyez des jeunes être réunis dans une salle, dans un événement, et qui ils sont formés et à la fin encore on les paye pour avoir reçu une formation. Ça on a dit non, il faut que ça s'arrête et beaucoup de jeunes sont en train de comprendre. Espérons que cette nouvelle approche des diplômés vers l'entrepreneuriat va inciter les autres jeunes à emboîter de pas et renforcer le programme de promotion d'emploi par l'entrepreneuriat. Car il faudrait rappeler à la jeunesse que l'État n'a pas de place pour tous. Cérémonie d'ouverture officielle hier du 3e sommet des jeunes filles africaines au Centre international de conférences Mahatma Gandhi de Niamey, en présence de plusieurs États membres d'Afrique, des membres du gouvernement et des jeunes filles africaines. C'était sous le haut patronage du président de la République, Bazoum Mohamed. Suivez plutôt. Culture, droits humains et responsabilité, accélérer l'élimination des pratiques néfastes est le thème retenu pour cette 3e édition du sommet des jeunes filles africaines qui a réuni plusieurs États membres d'Afrique initiés dans la lutte contre les inégalités de genre pour autonomiser et assurer le bien-être et les droits des filles et des femmes à travers le leadership des jeunes filles pour qu'ils puissent contribuer au développement économique du pays. Une occasion qui permet de passer à peigne fin les problèmes auxquels ces filles font face dans les pays africains et l'objectif visé à travers ce sommet. Sur notre continent, plus de 3 millions de filles par an sont à risque de mutilation. Le mariage précoce des filles touche 20 millions de filles dans le Sahel, soit 7 filles sur 10. Vous le savez aussi bien que moi, sinon mieux, que les conséquences sont dévastatrices pour le développement, la santé et le bien-être mental et physique des filles. Les grossesses précoces et leurs complications, une fille sur 6 dans le Sahel est mère avant 6 ans. Les fistules obstétricales qui entraînent stigmatisation et exclusion sociale. La non-scolarisation ou l'abandon scolaire qui affecte 9 filles sur 10 déjà mariées. Le mariage et la maternité précoce compromettent sérieusement l'éducation et les opportunités de travail des jeunes filles et sont de nature à avoir un impact négatif durable sur la qualité de leur vie et de celle de leurs enfants. Le moment était propice pour ces jeunes filles qui ont saisi l'occasion pour passer leur message. J'appelle tous les pays africains, tous les États membres de l'Union africaine, qu'ils adoptent une même loi interdisant le mariage des enfants. Stipuler clairement que l'âge du mariage est de 18 ans. J'appelle à l'action de bannir toutes les pratiques néfastes, notamment la mutilation génitale féminine, le mariage des enfants, et de renforcer des actions de prévention et d'interdiction de cette pratique dans les zones rurales. Je demande l'engagement des leaders de la communauté ainsi que des leaders religieux
de renforcer leur rôle dans la lutte contre les violences basées sur le genre, violences contre les filles et de mettre fin aux pratiques néfastes. J'appelle toutes les parties prenantes, notamment les gouvernements, tous les acteurs au développement, les organisations de la société civile, les familles, les leaders des écoles, des communautés et des confessions religieuses de renforcer l'éducation de la fille, notamment l'accès, la rétention, ainsi que la transition au niveau supérieur au sein de l'éducation. Prenant la parole à son tour, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant affirme l'engagement du gouvernement dans cette lutte contre les pratiques néfastes. Le Niger se réjouit d'accueillir le 3e sommet des filles africaines avec le thème qui sera débattu et qui nous intéresse à plus d'un titre, dans la mesure où notre pays est résolument engagé à mettre fin à toutes les violences dirigées contre les filles. C'est pourquoi le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant nourrit l'espoir de voir ce sommet mener des réflexions poussées sur les thématiques identifiées. Nous attendons également des recommandations fortes dont la mise en œuvre permettra au ministère en charge des questions des filles de nos différents pays d'avancer résolument pour une réduction significative des pratiques néfastes à l'encontre des filles. D'une part, ce sommet qui durera 2 jours va permettre à ces jeunes filles de comprendre leurs droits tout en ayant une estime de soi. Et d'autre part, il va contribuer au développement économique des États membres d'Afrique en encourageant l'investissement dans la créativité des jeunes qui constitue une des richesses d'Afrique. Parlons à présent santé dans cette édition pour évoquer l'utilisation abusive des écouteurs, surtout chez les jeunes ces dernières années. Quelles sont les conséquences de cette utilisation abusive sur la santé? Dr Abou Abdraman, médecin-chef du district sanitaire Niamey 5, Niamey 3, nous explique. L'usage des écouteurs ou tout autre appareil qui sera donc à améliorer l'audition ou à augmenter l'audition, donc tant qu'il n'est pas réglementé, peut entraîner des conséquences chez la personne. La première conséquence, c'est quoi? C'est l'élévation du seuil de l'audition. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que plus vous utilisez les écouteurs donc pour un besoin quelconque, plus maintenant vous augmentez, vous élevez le seuil de votre audition. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne de tous les jours, donc vous risquez donc, de ne pas entendre des sons qui n'ont pas la même hauteur de décibels, la même importance de décibels. Donc la même intensité en décibels. C'est-à-dire que si vous avez des sons qui sont dans les 25 décibels, donc, et que on vous parle à moins de 25 décibels, c'est sûr que vous aurez du mal à entendre. Donc ça, c'est ça qu'on appelle l'élévation du seuil de l'audition. La deuxième conséquence, c'est la stimulation continue donc, du système sensoriel, donc, qui peut amener à un surménage intellectuel. Pourquoi? Parce que le cerveau va continuer à subir des stimulations, même si vous n'en désirez pas, même si vous n'en désirez pas. Et ça, c'est le cas de ceux qui utilisent donc, les écouteurs ou donc écoutent donc, la musique ou un son quelconque donc, à longueur de journée et surtout donc, à longueur de la nuit au moment où ils veulent se reposer. Et en ce temps-là, au lieu que le cerveau se repose, même si vous pensez que vous n'entendez plus ce qui se passe donc, quand vous dormez, en ce temps-là, le cerveau continue à travailler et vous le surchargez. Et c'est logique que vous vous réveillez avec une difficulté de réveil, donc avec une fatigue qui peut être physique ou qui peut être aussi donc, psychique. La troisième conséquence est aussi l'effet de ces ondes-là. Donc jusqu'à preuve du contraire, donc, on suppose qu'ils émettent des radiations électromagnétiques qui, pour l'instant, même si l'effet n'est pas tout ce qui est senti, donc pourrait déranger le fonctionnement de certaines cellules au niveau donc, de la tête. Donc en un mot, c'est que l'utilisation de ces écouteurs-là a beaucoup de conséquences, des conséquences qui sont négatives.
L'autre aspect, un aspect aussi particulier qu'il ne faut pas omettre aussi, c'est ceux qui utilisent donc des casques, donc des côtes ou bien donc des couteurs et qui circulent dans des véhicules ou sur des engins. Et ces gens-là, en fait, donc, des fois, ils s'exposent aussi à des risques au niveau de la circulation routière. Pourquoi? Parce que des fois, ils n'entendent pas les bruits environnants. Donc, les klaxons, les interpellations, ils peuvent ne pas les entendre. Donc, ça aussi, ça peut aussi exposer la personne aussi à d'autres risques qui peuvent être physiques, donc, au niveau de la circulation. Allons au marché dans cette édition, plus précisément au marché Harobanda où une de nos équipes est allée faire le constat sur l'abondance de certains produits saisonniers, notamment la tomate fraîche. Suivez plutôt ce reportage de Romanotou Moussa sur les images de Abdel Nasser Abdou. Contribuer beaucoup afin de donner une bonne saveur au plat. La tomate fraîche est un aliment prisé par les femmes dans leur cuisine. Ces derniers jours, on constate une baisse des prix de celle-ci et la disponibilité abondante de ces produits de première nécessité. Même si ces derniers temps, le panier de ménagères est confronté à cette hausse vertigineuse des prix de ces produits de première nécessité. Les vendeurs de la tomate nous expliquent les raisons. Ça dépend. Ana sai da wani bi goma, wani bi tara, wani bi har sha ɗaya. Tumatir. Dan kwando ba kwarto ba. Kwando dai gashi na kira gani duka, gashi na kira gani. Kwando dai na hulani ba ban kwando ban sama, irin na dole ba. Daga kubage, sauran kubage, hannun kubage dai na bukata. Bai yi ba, kin da wanka na damana ne. Na damana ne. Sai lokacin sanyi yayi, in sanyi ya fara tsakiyar sanyi. Lokacin gani yake arawa, amma yanzu bai sayiwa, yana sayiwa ga jakin da akwai ana ganin shi yana sayiwa, alhamdulillah yana sayiwa. Da kwanakin baya a yanzu ya yi dama da masa ga kwanakin baya, ya yi dama da kwanakin baya ya da goma mun sayi shi, ya da goma mun sayi. Yanzu dai kin da an ka fara sanyi ya fara da abin, insha Allah sauki na to a sanu dan ba gaba ɗaya abu da ke sabka maza ba, a hankali ne. Espérons que cette baisse de prix devienne de même pour les restes des produits de première nécessité pour que la ménagère arrive à remplir son panier convenablement. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.